Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le grand plaisir d'accueillir pour la seconde fois le docteur Louis Fouché. Bienvenue. Bonjour Emma, vous allez bien? Merci beaucoup de m'accueillir. Merci, moi je vais bien. On va prendre de vos nouvelles aujourd'hui dans cette nouvelle capsule. Pour les personnes qui ne vous connaissent pas, vous êtes médecin anesthésiste réanimateur à Marseille et je vous ai invité sur ma chaîne il y a quelques temps. Vous avez aussi fait des parutions chez Sud Radio, notre ami André Berkoff. Vous êtes paru aussi sur CNews. Il y a eu toute une vague de censure. Vous avez été convoqué à la PHM. Vous avez reçu un immense soutien. Là, on peut parler de vague, clairement. Solidarité, soutien, des milliers d'adresses mail sont arrivées sur les personnes qui vous convoquaient. Tout le monde a vraiment pris la situation très au sérieux pour vous soutenir. Vous allez nous raconter comment ça va, parce qu'on fait aussi cette vidéo pour prendre de vos nouvelles personnellement, prendre des nouvelles de l'AREA où vous êtes à Marseille pour nous partager les chiffres que vous avez. Vous allez nous expliquer la situation maintenant. Et puis, vous allez aussi nous parler d'une vidéo qui vient de sortir de l'IHU de Marseille. Aujourd'hui, elle est toute neuve sur qui meurt finalement du Covid et qui n'en meurt pas. Alors, c'est parti. Comment ça va? Comment ça a été ces derniers jours? C'était intense, j'imagine. Oui, la vie est devenue assez trépidante d'un coup. J'avais pas forcément souhaité ça, hein. J'ai plutôt quelqu'un de calme en fait, qui aime bien vivre un peu retiré. Donc c'est pas très facile d'être sur le devant de la scène, mais bon, vous voyez, hein, j'ai l'air d'aller pas trop mal, j'espère. Donc non, je vais très bien. Et un énorme et immense merci à donner à tous ceux qui m'ont soutenu en fait avec la PHM et qui forment toute la clameur qui est derrière moi en fait, et pas que derrière moi, derrière tous les gens qui commencent à vouloir tenir un discours un petit peu différent de la ligne mainstream officielle. Et j'aurais pu être inquiet en fait, si vous voulez, parce qu'on a dans le collectif des gens qui ont perdu leur travail clairement. Et donc, on sait que porter une voix discordante ou une voix alternative, bah, quelque part, c'est monter sur la barricade et commencer à essayer de faire autre chose, et que bah, on peut se faire décaniller en premier. Et donc, Pascal Sacré, par exemple, qui est médecin réanimateur en Belgique, a été congédié en fait du jour au lendemain par sa hiérarchie et sa direction au CH de Charleroi. Et donc ça, c'est échaude un petit peu, si vous voulez. Après, on se dit, est-ce que vraiment il faut parler? Vincent Pavant, qui est dans le collectif, qui est mathématicien, qui est universitaire, a été mis à pied, s'inédié, ça veut dire sans limite de durée. Il ne sait pas quand est-ce qu'il pourra reprendre ni rien, parce qu'il a refusé de porter le port du masque en amphithéâtre, alors qu'il était à 30 mètres du premier élève, et qu'en gros, on lui expliquait que bah, voilà, il pouvait plus travailler, quoi. On a Bénédicte Helfer, qu'on a fait partir de son travail, alors qu'elle est médecin généraliste, mais elle est aussi spécialiste des systèmes complexes et très très compétente justement dans la prise en charge des épidémies et des choses comme ça. On a le docteur Fouad Daoud, lui aussi, qui a été prié de partir globalement. On a Jean-Michel Crabé, qui a été convoqué à l'ordre des médecins. Et puis là, je sais même pas combien il y en a qui ont été convoqués à l'ordre des médecins pour être sommés de s'expliquer de leurs propos qui discutaient en tout cas la politique sanitaire, l'utilité des tests, l'utilité des masques, donc, il y a une vraie pression. Et sans compter bah, les stars, quoi, comme Perron ou comme Didier Raoult, qui, eux, vous le savez, ont été menacés de mort pour certains. Enfin, donc, il y a une vraie pression sur les libertés d'expression. Et ça, c'est difficile. Et il y a une pression sur moi qui était déjà là, si vous voulez. Euh, j'ai déjà eu plusieurs demandes d'explications avant par ma hiérarchie. Et puis plusieurs remises au pas, on va dire. Et puis, on a été censuré sur YouTube avec Réinfo Covid. On a 3 vidéos qui sont parties en fumée. On a été interdit de publier pendant 7 jours sur YouTube. Donc, les GAFA se mêlent aussi de ça, si vous voulez. Euh, on a censuré une vidéo d'une conférence d'anthropologie de la technique que j'ai tenue, c'est-à-dire une réflexion autour de la technique et de la santé, que j'ai tenue dans un congrès auprès de jeunes anesthésistes réanimateurs pour discuter ce virage numérique, cette folie du tout intelligence artificielle et du tout app. Donc moi, j'ai apporté des contrepoints philosophiques, historiques et anthropologiques. Et ben, cette vidéo, elle a été censurée au motif que ce que je disais était dangereux et que les jeunes anesthésistes réanimateurs, l'AJAR, ne voulaient pas cautionner ça. Alors que ça avait rien à voir, si vous voulez. Donc il y a une vraie pression sur la liberté d'expression, et il y a beaucoup de gens qui entendent mon message comme dangereux. Et ça, ce serait bien de préciser ça, hein, pourquoi c'est dangereux. Mais
pour ce qui est de mon rapport avec les hiérarchies, finalement, je me suis présenté à cette convocation. D'abord, je l'ai reçue assez froide, très simple, avec le cœur qui bat assez vite quand vous la recevez. Quand vous recevez quelque chose, vous ressentez l'intention qu'il y a derrière, et l'intention était clairement brutale. Et je savais qu'il y avait un commandit de cette convocation par certains professeurs qui avaient décidé qu'il fallait me faire taire. Et donc j'étais au courant, si vous voulez, j'avais eu quelques coups de semonce. Et puis finalement, la communauté de Réinfo Covid et puis tous les gens qui étaient autour se sont émus de ça et ont décidé d'envoyer des mails très courtois, dans vraiment l'immense majorité, très courtois à la direction, expliquant que on avait besoin de voix discordantes, qu'en fait c'était ça la démocratie, c'était ça le discours pluriel qui permettait d'aller toucher un petit peu de vérité. Personne n'avait complètement raison, sûrement, mais moi je prétends sûrement pas avoir raison. Juste parler en mon nom en fait et être le porte-parole de Réinfo Covid. Donc il y a des gens qui se sont émus de ça et la direction de la PHM a reçu plus de 5000 mails qui ont bloqué les boîtes mail en fait, mais les gens ne sont pas forcément même concertés pour faire ça, simplement ils se sont émus de ça. Et cette petite chose-là a complètement changé en fait les relations. C'est-à-dire que quand j'ai été reçu à la PHM, j'étais reçu de manière extrêmement courtoise. Quelqu'un qui m'a guidé jusqu'au bureau. Normalement, j'aurais dû monter tout seul dans l'escalier et puis après demander à la secrétaire « Excusez-moi, je suis convoqué » avec l'air un peu pâle, quoi, et la voix qui tremble. En fait, non, là, il y a quelqu'un qui est venu me chercher en bas en me disant « Je vous emmène », voilà. Et puis, quand je suis arrivé dans le couloir, le président de CME et le directeur général sont arrivés. « Docteur Fouché, c'est bien qu'on parle, en fait, c'est une très bonne chose. » Et on s'est assis autour d'une table ensemble, de manière extrêmement courtoise, extrêmement diplomatique aussi. Et c'est là que vous voyez que l'humain, il a une espèce de seconde nature à sentir les rapports de force et à mettre en place une diplomatie. J'entends par diplomatie l'idée vraiment d'ambassade, en fait. C'est-à-dire, on n'est pas d'accord, on aura des points d'accord, on aura des points de désaccord, mais on est capable de trouver la paix par le dialogue. Et on peut ne pas être d'accord, mais on va essayer de s'influencer l'un l'autre, c'est le jeu. On va essayer de comprendre l'autre aussi, et c'est le jeu. Et en fait, c'est une très belle chose que la direction de mon institution ait fait cet effort-là, un petit peu poussé par les circonstances et par le rapport de force qui s'est instauré. Mais ça permet d'ouvrir plein de portes en fait. Et d'un coup, ça montre que en fait la démocratie peut exister. Donc finalement, on a discuté, on a échangé des égards en fait, un peu comme des diplomates, c'est-à-dire je commençais par saluer tous les efforts de la direction de la PHM et tout ce qui était fait à la PHM en disant que j'étais très admiratif et c'est absolument vrai en fait, je ressens ça vraiment. Donc je trouve ça super qu'ils essayent à la fois de gérer le Covid et à la fois de gérer toutes les pathologies habituelles et puis de maintenir l'activité vaille que vaille et coûte que coûte avec parfois des bouts de chandelle, pas assez de soignants et du mieux qu'ils peuvent en travaillant jusqu'à très tard le soir, eux aussi. Donc en fait, moi je suis très admiratif de ça. J'ai commencé par leur dire, ils ont commencé ensuite par répondre que tous les mails étaient très élogieux à mon égard, que tous les gens qui avaient travaillé avec moi trouvaient que voilà, j'étais un bon médecin en fait, et que ma voix était nécessaire. Et ensuite, on a commencé, après ces égards-là, à discuter des points d'accord et des points de désaccord. Il y a de très nombreux points de désaccord, mais justement, on a pu discuter, et presque une heure entière, et dans une ambiance détendue en fait. Et on a convenu que finalement il fallait bien séparer les choses, que j'étais médecin dans cette institution, et puis ça c'était une chose, et puis je respectais l'institution, ce qu'elle me demandait, etc. Et c'est toujours ce que je ferais. Et puis que de l'autre côté, je m'exprimais sur un plan politique au sens noble du terme. Il n'y a pas d'affiliation politique de Réinfo Covid du tout, mais par contre on cherche à se mêler de la vie de la cité en fait, et qu'il fallait bien que je précise et que je sépare les choses. Et on a été d'accord des deux côtés, si vous voulez, que c'était absolument nécessaire. Et donc, je commence tous mes entretiens par dire je ne parle au nom d'aucune institution, je parle en mon nom et je suis porte-parole de Réinfo Covid. Oui, et sans conflit d'intérêt. Je n'ai plus de blouse et je suis dans un local absolument neutre qui n'est pas reconnaissable. Donc voilà, toute chose est très bien. Et ça marque deux choses. Ça marque Réinfo Covid existe et peut parler. Il ne peut plus être censuré en vrai. Ça, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres voix qui vont pouvoir parler avec Réinfo Covid et dire ce qu'ils ont à dire, sans être traités d'emblée de négationnistes, de complotistes, de rassuristes, d'anti-masques, d'anti-vax, de pro-masques, de pro-vax, j'en sais rien, de tous ces mots étiquettes en fait qui font s'écraser la pensée, quoi, qui fait qu'on n'arrive plus à penser. Quand j'étais plus jeune, j'ai lu un livre de quelqu'un qui s'appelle Marshall Rosenberg et qui a travaillé sur la communication non violente. Et le titre de son livre, c'est exactement ça. C'est les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Quand vous utilisez tous ces vocables, étiquettes, en fait, vous paralysez la pensée. Les mots sont des murs.
Et il faut réussir à sortir de ça, à rentrer dans quelque chose de plus subtil, à dire peut-être qu'on peut être ni pro-masque ni anti-masque, mais regarder de manière plus ample et plus vaste les effets collatéraux des masques, et puis quand est-ce qu'ils peuvent être vraiment utiles, voilà. Et sur tous les sujets, c'est comme ça. On peut essayer de sortir d'être pour ou contre. Donc ça, c'est la première chose, c'est que Réinfo Covid peut parler et tenir une position subtile. C'est plutôt pas mal, parce que jusqu'ici, le débat démocratique était complètement verrouillé. Et c'était un des enjeux de Réinfo Covid, de rouvrir l'espace du débat démocratique et scientifique. Et la deuxième chose, c'est que le collectif qui est derrière Réinfo Covid, c'est lui qui a fait ça. C'est pas moi, en fait. La PHM, l'institution n'a pas salué le docteur Fouché. Il a salué la clameur qu'il y avait derrière, le bruit qu'il y avait derrière. Et ça veut dire que le collectif, il existe vraiment. Au sens collectif, il a une force, il a une puissance dans le réel. Il est capable d'interagir. On n'est plus seulement en train de discuter sur YouTube, vous et moi. On n'est plus seulement en train de faire un site internet. On n'est plus seulement un individu qui fait une tribune dans tel ou tel journal. Bah, ça y est, on a des mains dans la matière. Et les mains dans la matière, c'est tous ces collectifs qui sont autour et tous ces gens qui sont autour qui peuvent commencer à aller discuter et interagir avec les écoles. Discuter, interagir avec les ARS, discuter, interagir avec des avocats, avec des députés, avec des sénateurs, avec l'État. Et à la fin, faire changer et infléchir la politique sanitaire. Et c'est exactement ce qu'on veut, c'est notre troisième raison d'être, c'est d'infléchir la politique sanitaire pour qu'elle soit plus juste et plus proportionnée. Donc, pour moi, c'était le deuxième boss de fin de niveau. Le premier boss de fin de niveau, c'était CNews. C'est très dur de passer à la télévision comme ça. Je pourrais raconter aux gens, mais quelqu'un qui débarque dans votre bureau, voilà, qui vous dit bon bah c'est dans 2 minutes, on a un peu d'avance, pouf, des oreillettes dans les oreilles, et là vous entendez des gens qui s'écharpent dans tous les sens, qui sont en train de parler, vous savez même pas de quoi. Puis il y a une voix d'outre-tombe qui sort et qui dit docteur Fouché, c'est à vous dans 32 secondes. Ah bon, mais sur quoi? Vous savez pas. Et vous aurez 3 minutes 22. 3 minutes 22, c'est dur de formuler une pensée. Et puis d'un coup, vous avez Jean-Marc Morandini qui a fait ah bon bah voilà, on est à Marseille avec le docteur Fouché. Et là, vous savez que vous êtes invité au dîner de cons en fait. Vous êtes là pour passer pour un abruti, à bégayer, à pas être capable de sortir une pensée, puis ça dure 3 minutes et vous êtes bien catalogué, complotiste, pro-Raoult, pro-hydroxychloroquine, autant de poncifs idiots qui ne permettent pas d'amener au subtil et à la nuance. Ça c'était le premier boss de fin de niveau. J'étais un peu inspiré à ce moment-là, j'ai eu de la chance en fait. Et puis le deuxième boss de fin de niveau, c'était d'un coup que tous les gens qui sont derrière comprennent qu'ils aient de la force. Je crois que c'est une réussite en fait, c'est une chance. Et moi je dis merci vraiment du fond du cœur à mon institution d'abord, d'avoir réussi à comprendre ça avec intelligence et de comprendre qu'on n'était pas dangereux, mais qu'au contraire on amenait de la nuance et peut-être des idées intéressantes. Et puis un immense merci aux gens qui m'ont permis de garder mon boulot, de pouvoir continuer à l'ouvrir. Et donc merci à tous quoi. Il y a une grosse mobilisation. Mon cœur qui est plein de courage grâce à vous en fait. Oui. Il y a eu des emails en flow, et c'est vrai que si on se concentre un petit peu sur le message, parce que finalement de parler du messager, c'est trop réducteur. Quand on écoute le vrai message, qui est aussi le mien depuis le départ, c'est de dénoncer quand même les manques de moyens. Donc au final, on est tous dans la même cause, tous lucides aussi sur le manque de moyens mis à disposition du personnel soignant. Parce que c'est bien beau d'applaudir les gens à 21h. Moi, je connais très bien comment ça fonctionne. J'ai passé 10 ans de ma vie, parce que j'ai eu un père très malade pendant 10 ans, dans les unités de soins, que ce soit intermédiaire, aigu, réa, etc. Et c'est pas nouveau, c'était dans les années 2000, entre 2000 et 2010. Donc le manque de soins, le tri aussi, parce qu'il fallait attendre 10 jours à l'hôpital de Genève, qui est quand même un hôpital qui est pas au fin fond de la Grande-Brousse, pour faire un IRM. Et c'est vrai que ce manque de moyens, le triage, le fait qu'un service de réa fonctionne à flux tendu aussi, en fait, on apprend en 2020 que tout ça existe. Et on culpabilise les gens maintenant en disant que parce qu'ils sont de très mauvais citoyens, pas responsables, eh bien, des personnes comme Louis Fouché ou d'autres qui travaillent en réa se retrouvent complètement ensevelies. Et en fait, c'est juste de dire non, attendez, ça fait des années que ça existe. Et puis, j'apprécie aussi vos prises de parole sur comment
Et ça, j'invite les personnes qui n'ont pas vu notre première vidéo à aller voir. Cette première vidéo, elle est en lien dans le descriptif de celle-ci, si vous l'avez loupée. Comment vous expliquer très bien avec le visuel d'une bouteille. C'est-à-dire que quand elle se remplit plus vite qu'elle ne se vide, forcément, ça fait des embouteillages. Donc, effectivement, c'est une gestion qui est bien plus complexe que juste d'ouvrir des lits. Et vous parlez effectivement de cette plastique, de cette mobilité, en fait, de pouvoir dégager des lits. Tout ça, c'est comme un orchestre. Il faut le gérer. Et là, depuis le début de l'année, quasiment, en tant que citoyen, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit on n'y comprend plus rien. Maintenant, on nous refait le coup des réas qui sont pleines. Il faut trier les gens. On déplace les gens dans d'autres régions alors que des cliniques privées sont vides. Alors, vous avez des chiffres à nous montrer dans cette vidéo par rapport aux statistiques de votre région, donc PACA. Ouais. Provence-Alpes, Côte d'Azur, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'on a aussi des Québécois qui nous suivent et qui ne savent pas PACA. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et maintenant, ça Alors, s'appelle même la région sud, mais voilà, c'est Provence-Alpes, Côte d'Azur. Donc ça correspond quand même à une grosse région française. Hein. Je rebondis sur ce que vous dites pour dire, en fait, on peut faire presque une conférence d'1 heure uniquement sur le système de santé et à quel point on a transformé le modèle organisationnel. J'ai été il y a peut-être une dizaine d'années à peu près de ça, dans une conférence de sociologie du travail créateur au Collège de France par un type qui s'appelle Pierre-Michel Manger. Et il avait invité un économiste de la santé qui s'appelle Claude Le Pen. Et Claude Le Pen, il parle de l'évaluation en santé au nom de la HAS, etc. Et il commence sa conférence en disant « Nous sommes là pour liquider le modèle artisanal de la médecine. » Sous-entendu, nous sommes là pour mettre en place un modèle industrialisé de production et de consommation de biens et services de soins. C'est ça. En fait, c'est ça qu'on a fait ces 15 dernières années. C'est d'essayer de faire un modèle le plus rationalisé possible, industriel, de biens et de consommation et de production de biens et services de soins. Ce modèle-là, il est incapable de s'adapter au moindre choc extérieur. Et avec en plus une rationalité derrière qui est celle de la rentabilité, c'est-à-dire de faire un modèle industriel, de gagner plus de sous pour moins cher, en fait, que ce soit de moins en moins cher à la production, quoi. Et donc, c'est que la rationalité de l'argent qui a présidé à ça. Et donc, ça a abouti à 2 choses, à diminuer les secteurs d'hospitalisation pour aller vers l'ambulatoire. C'est pas forcément une mauvaise chose dans certains secteurs, hein. Et puis à diminuer le nombre de soignants de manière très importante. Et on a diminué de 96 000 les lits en France d'hospitalisation en 15 ans. Donc, l'hôpital public est très, très mal en point, en fait. Et ça fait des années qu'on le dit. Et pas que les organisations syndicales trotskistes, hein. Je veux dire, tous les gens qui travaillent à l'hôpital pensent que ça va pas. Alors, effectivement, actuellement, ce système-là, il a du mal à s'adapter. Et parce qu'en plus, le modèle de prise en charge de l'épidémie qu'on propose est un modèle qui repose quasiment intégralement sur l'hôpital et les réanimations. Et l'hôpital public et les réanimations. C'est-à-dire que on fait très peu appel à la médecine de ville, ni en amont, ni en aval de la bouteille dont vous parliez. Alors que même, ça pourrait être quelque chose de très intéressant pour alléger les flux et l'accumulation de patients dans le secteur hospitalier. Donc, effectivement, on est en tension. Il y a une vraie tension sur l'épidémie. Effectivement, je vais vous montrer quelques courbes épidémiques. Ça, c'est la variation quotidienne en France autour de quelques variables. En vert, vous avez les retours à domicile ici. Et ça, c'est la première épidémie qui a eu lieu en mars-avril. C'est en France, hein, c'est pas en Suisse. Puis ici, c'est la deuxième épidémie qui a lieu en octobre-novembre. En gris, vous avez les hospitalisations dans leur solde, c'est-à-dire est-ce qu'on est en train d'augmenter en termes de nombre d'hospitalisations ou en train de diminuer. Puis vous voyez que le pic d'augmentation, en fait, il s'est passé le 1er avril. Que le pic de réanimation, d'hospitalisation en réanimation, d'augmentation d'hospitalisation en réanimation, il s'est passé lui aussi vers le 1er avril. Et puis qu'on a commencé à vidanger les réanimations, c'est-à-dire que le solde a commencé à être négatif à partir du 11 avril. Donc ça veut dire qu'il s'est passé 11 jours entre le moment où on a eu le plus d'hospitalisation en route jusqu'au moment où on a commencé à vidanger les réanimations. Ça va ? Oui, oui. Et puis en noir, vous avez les décès. Les décès ont continué d'augmenter dans leur nombre jusqu'au 10 avril, à peu près le moment où les réanimations ont commencé à se vidanger. Et puis ensuite, ça a commencé à décroître. Il peut y avoir de l'espoir un petit peu, parce que les gens demandent souvent « Mais quand est-ce que ça va s'arrêter, docteur ? Est-ce que ça va durer toujours ?»
Bon espoir que non, quoi. Donc là, en plus, dans cette épidémie-là, on a le pic des tests positifs. Ça, c'est intéressant parce que dans à peu près toutes les épidémies, les tests positifs qui continuent d'augmenter, c'est un bon signe que l'épidémie continue. Puis quand il commence à diminuer, c'est que ça y est, ça va se tasser. En général, c'est un signe précoce. C'est-à-dire que avant même que la grippe commence, en général, les gens savent qu'il y a des cas de grippe. Les épidémiologistes, ils savent qu'il y a une épidémie de grippe parce que les demandes de tests, parce que les tests positifs commencent à augmenter dans les laboratoires. Et avant même les tests positifs, parce que les demandes de tests commencent à augmenter. Okay, mais ça, c'est Alors la là, j'ai grippe. juste une question par rapport à cette courbe de test bleue qui descend. Est-ce qu'on teste tout autant? Ça diminue. On est en train de tester moins. On teste moins, donc on a moins de. Donc c'est les demandes de tests ou Ça, c'est c'est les les tests? tests. Non, c'est les tests positifs, pardon. C'est les tests qui sont rendus positifs. D'accord, mais on teste la même chose. Oui, on teste SARS-CoV-2, voilà. La même quantité de tests. C'est pas juste parce qu'on teste moins les gens qu'il y a forcément Alors, moins ça de va cas. aussi être parce qu'on teste moins, mais là, il n'y a pas de courbe là-dessus sur le graphique que vous voyez là. Mais effectivement, peut-être qu'il y a moins de tests aussi. Mais moins de tests, ça correspond à une réalité aussi, c'est qu'il y a moins de gens qui demandent des tests parce qu'il y a moins besoin. Ici, vous avez en gris la variation du nombre d'hospitalisations et vous voyez que ça commence à diminuer en fait à partir du 1er novembre. Et actuellement, on est le 10 novembre. Et puis, vous voyez ici que les décès ils continuent d'augmenter en termes de nombre de décès et puis jusqu'au 10 novembre. Donc, on a espoir, si ça fait la même chose que la première fois, que ça y est, on atteigne le plateau bientôt. Mais bon, voilà, comme dirait professeur Raoult, il faut pas faire de prédiction, quoi. On va juste regarder ce qui se passe. Puis les réanimations, vous voyez que oui, ça continue à se remplir, mais ça commence à plafonner un peu sur toute la France. Ça, c'est pas vrai en PACA. En PACA, on est probablement un petit peu en retard, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on est en train d'augmenter encore l'occupation des lits. Et actuellement, excusez-moi, je vais un petit peu vite, les lits de réanimation remplis en PACA, c'est 464 lits. Donc, et 47 lits de gens qui ont été Covid+, qui ont été soignés pour ça, mais qui désormais sont Covid négatifs et ils sont plus isolés. Donc, vous avez en gros 510 à peu près, voilà, je vous donne un ordre de grandeur, 510 lits occupés par des patients étiquetés Covid+. Et il faut savoir qu'en PACA, il y a un nombre de bases de lits qui est autour de 500. Donc, effectivement, il y a une vraie tension. C'est-à-dire que, voilà, on a rempli tous les lits de PACA et donc les gens qu'on devait soigner habituellement en réanimation, faut leur trouver une place parce que sinon, il n'y a pas de place pour eux. Après, une autre chose qui peut rassurer, c'est que sur les décès en réanimation, on oscille jour par jour entre 3 et 10 patients qui décèdent par jour en réanimation. Et ça, c'est sur 5 millions d'habitants. Donc, la population de PACA, c'est 5 millions d'habitants. Donc là, on est en train d'arrêter toute la vie pour 500 malades à peu près, 510 malades, et pour 3 à 10 décès par jour en réanimation. Pareil, la létalité en réanimation, elle est là. Elle est de 14,8%. Bon, voilà, on va dire 15% pour faire simple. Donc, on est à 15% de létalité, c'est-à-dire que les gens qui rentrent en réanimation, il y en a 15%, 1 sur 6, on va dire, 1 sur 7, qui va décéder. Pour nous, cette chose-là, c'est pas très inquiétant. C'est-à-dire, voilà, je reviens à l'écran, si j'y arrive. Hop. C'est pas très inquiétant. C'est-à-dire, oui, c'est très triste pour les gens qui décèdent. Je veux dire, il y a pas de, je nie pas du tout ça. Beaucoup d'empathie en fait pour tous les gens qui ont des familles, pour toutes les familles qui ont des gens malades et ils ont besoin de soutien en fait, parce que eux aussi sont dans la confusion. C'est une maladie qui est très stigmatisante en plus. Le secret médical vole en éclats. Tout le monde est au courant. Vous avez quelqu'un qui est Covid dans la famille, etc. Donc voilà. Et la dernière chose, je voulais pas montrer, c'est important peut-être de la remontrer, je vais repartager l'écran, c'est, on parle, vous voyez dans les plateaux télévision, des professeurs qui viennent expliquer que ça peut tomber sur n'importe qui à n'importe quel moment. C'est pas tout à fait vrai. Ici, vous avez une courbe toujours sur PACA, donc sur ces mêmes 510 patients en réanimation, vous avez la répartition par âge. C'est ça, c'est cette courbe-là. Oui. Et vous voyez ici que les gens de moins de 50 ans, c'est tout ce qu'il y a à gauche de ma flèche là, vous voyez que c'est environ 25 malades à peu près en tout. 25 malades sur 500. Donc faites le compte, ça représente peu de gens. De même, les gens de moins de 60 ans, oui, il y en a, mais voilà, entre 50 et 60 ans, ça fait jamais que 50 personnes. Donc c'est 10%. Ouais, ça correspond à un certain nombre de gens.
Mais déjà, il y a des gens de cet âge-là qui en fait sont très malades, sont en mauvais état. Et puis il y a j'essaie de revenir avec vous, il y a des gens qui n'ont pas de bol. Et oui, ça arrive en fait, mais c'est pas du tout la majorité. Donc vivre dans le stress permanent, que ça peut me tomber dessus, que je peux mourir alors que j'ai 25 ans, bah en fait c'est le lot commun de toutes les maladies. Si vous venez en réanimation en dehors du Covid, on a des patients de 25 ans, on a des patients de 35 ans qui n'ont pas de bol en fait. Alors pourquoi ils n'ont pas de bol? Soit parce qu'ils ont des comorbidités, c'est-à-dire des maladies associées, qui font qu'ils sont plus fragiles que d'autres. Il y a des gens qui ont des maladies auto-immunes, inflammatoires, des gens qui sont greffés d'organes solides, des gens qui sont diabétiques depuis l'enfance, en fait. Donc, tous ces gens-là, ils sont plus fragiles que les autres. Et puis, il y a quelques personnes où on n'a rien vu venir, on ne sait pas. Et en fait, ils arrivent à 25 ans et ils font une pneumococcémie ou une méningococcémie, c'est-à-dire d'un coup une septicémie à méningocoque ou pneumocoque, par exemple, c'est une bactérie. Et puis, on retrouve qu'en fait, on s'est intéressé à ces gens-là parce qu'ils meurent en quelques heures. En fait, ils sont terrassés en quelques heures par un truc qui, chez vous et moi, peut-être ça vit dans notre nez et puis on vit avec et ça pose pas de problème. Mais ces gens-là, on retrouve par exemple qu'ils ont des anomalies génétiques codant pour des protéines comme les toll-like récepteurs, par exemple, qui sont des récepteurs à la surface des cellules présentatrices de l'antigène. Donc en gros, dans le système immunitaire, il y a quelque chose qui déconne. Et donc, ils n'ont pas la même réaction inflammatoire ou immunitaire que n'importe qui. Puis, il y a quelque chose qui peut les terrasser comme ça du jour au lendemain. Comme vous avez des jeunes qui tombent sur des terrains de foot parce qu'ils ont une dysplasie du ventricule droit, ils font un trouble du rythme et pouf, une mort subite et ils sont morts alors qu'ils étaient en train de jouer au foot, quoi. On le voit régulièrement sur les terrains de foot professionnels. Donc, en fait, c'est le lot commun de la vie, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qu'on doit apprivoiser. C'est peut-être même le chemin de la vie d'apprendre à mourir. C'est peut-être même ce pourquoi les enfants viennent nous voir et nous expliquent mais vous allez mourir et puis c'est nous qui allons prendre la place, quoi. En fait, Actuellement, vous voilà. parliez d'une vidéo qui vient de sortir de l'IHU de Marseille sur justement qui meurt maintenant ou qui ne meurt pas de cette maladie. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette nouvelle vidéo et ces nouvelles informations qu'il y a? Alors, je pense que je pourrais pas le dire mieux que ce qu'ils le disent. C'est Stéphanie Gentil qui fait de la santé publique et de l'épidémiologie et qui est extrêmement calée dans son domaine, qui est un professeur éminent dans ce domaine-là. Et puis, c'est Didier Raoult qui nous explique ce qui se passe sur la cohorte de Marseille. Et donc, c'est très factuel, comme souvent. Vous aurez remarqué que dans cette crise, on a beau critiquer l'IHU, en vrai, c'est quasiment les seuls qui vous donnent des datas, qui vous disent vraiment ce qui se passe de manière intelligible. Et ils bossent énormément, en fait. C'est incroyable. Vous aurez plus appris sur le Covid-19 et le SARS-CoV-2 par les vidéos YouTube de l'IHU que par n'importe quelle autre source. Ça, c'est quand même quelque chose d'étonnant, en fait. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que même chez les gens jeunes, en fait, et déjà il y en a très peu, la plupart des gens sont âgés, et puis plutôt que l'âge, en fait, il faudrait s'intéresser à combien de temps ils survivent avec leur comorbidité. Et ça, c'est un petit changement de regard qui est peut-être pas facile. C'est qu'en fait, il y a des gens âgés qui sont en pleine forme. On en voit des papiers mamies qui sont vraiment étonnants, quoi. Et donc, eux, ils sont en pleine forme, vraiment. Et puis, vous avez des gens plus jeunes qui, eux, sont en plutôt très mauvaise santé. Et ça, on peut l'avoir par des scores qui essayent de grouper des choux et des carottes de comorbidité et de voir combien de temps vous allez survivre quand vous avez une partie de tout ça ou tout ça. Et il y a un score notamment qui s'appelle le score de Charlson, qui est très utilisé dans les hospitalisations, un score qu'on connaît bien, qui essaye de grouper ces comorbidités. Alors il y en a quelques-unes qui sont pas dedans, par exemple l'obésité morbide ou d'autres comorbidités plus anecdotiques, on va dire, dans les cohortes, qui sont des gens qui sont greffés ou des choses comme ça, et que finalement la mortalité elle correspond à un certain nombre de pertes d'années de vie par rapport à ce que vous auriez vécu avec ces mêmes comorbidités. Donc on va dire que le Covid-19 est un accélérateur. C'est quelque chose qui va catalyser toutes vos maladies qui étaient déjà présentes. Ça c'est important parce que le corollaire, c'est que si vous êtes en bonne santé, le Covid, il est anodin pour vous. Enfin, le SARS-CoV-2, il est anodin pour vous et vous ne ferez pas un Covid grave. Ou alors vraiment, c'est un mouton à 5 pattes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les mesures pour lutter contre la tension dans les réas et la surcharge de l'hôpital, quand est-ce qu'on commence à parler d'immunité, de médecine générale, de santé publique, de prévention? Actuellement, vous n'en entendez pas parler. Vous entendez parler que de choses thérapeutiques, hyper ciblées sur le truc. Mais il y a un vrai travail sur l'immunité à faire. Actuellement, on est en train de désespérer les gens, que ce soit sur leur travail, sur la vie sociale, sur leur liberté, sur la démocratie et sur le Covid y compris.
Et ça, c'est très mauvais pour l'immunité, hein. Il y a quelques études qui montrent que déjà, si vous annoncez un examen surprise à des étudiants, ils vont statistiquement faire plus d'épisodes viraux dans les 2 semaines qui suivent que si vous leur dites, si vous juste vous les laissez tranquilles. Donc l'humain, il a pas besoin d'être stressé, quoi. Il est déjà beaucoup trop. Et s'il est stressé, ce serait pour aller normalement chasser le mammouth. En fait, il a besoin du stress pour le mettre en action. Et s'il a du stress pour ne rien faire, là, il est juste mis en situation d'impuissance et il va tourner en rond. C'est une des raisons pour lesquelles on a fait Réinfo Covid, hein. On en avait marre de tourner en rond dans le stress. On avait envie d'agir dans le réel et ça nous fait beaucoup de bien. On se sent infiniment mieux. Je peux dire que les gens qui viennent à nos réunions Zoom à 3 heures du matin, ils rayonnent en fait. Ils se sentent infiniment mieux que ceux qui regardent BFM. Donc, il y a un vrai travail sur l'immunité à faire. Qu'est-ce que vous mangez? Comment vous vivez? Est-ce que vous faites du yoga? Est-ce que vous avez des exercices respiratoires? Est-ce que vous faites de la musique? Est-ce que vous chantez? Vous priez? Chacun son truc, en fait. Mais quelque chose qui vous rapproche de vous-même, en fait. Et qui vous permette d'être en lien avec vous et d'être à l'écoute un peu de comment vous allez. Parce que souvent, on s'écoute pas, en fait. À manger n'importe quoi sur le pouce. Voilà. Ma journée aujourd'hui, je peux vous dire, j'ai pas mangé, en fait. Hein, donc, c'est pas très bon, ça. Le moral est important. De même, les masques, on peut reparler des masques, mais voilà, il y a vraiment un impact négatif qui est tel que c'est l'impact positif qu'il y aurait éventuellement, il est complètement négligeable par rapport aux effets secondaires. Donc le masque à l'école pour les enfants de 6 ans, c'est un scandale et ça devrait faire réagir les gens une bonne fois. Là, ils devraient se mettre dans l'action, hein, parce que ça, c'est quasiment une perversion. Le masque dans la rue pour le tout venant, c'est pareil, c'est une imposture et qu'il faut arrêter. Alors moi, je voulais juste vous demander par rapport au masque, est-ce que on a remarqué on va dire dans la région où vous êtes, dans les hôpitaux, des nouvelles pathologies ou des choses un peu bizarres peut-être? Parce que moi, je me suis demandé, j'ai quand même vu cet été beaucoup de personnes avec le masque tout le temps sur le nez, des chaleurs dingues, et puis quand même ces masques chirurgicaux avec du polypropylène. Alors, il y a des personnes qui avaient des masques en tissu, mais bon, quand on voit les gens le toucher, le mettre dans la poche, enfin, tout le monde connaît maintenant le parcours d'un masque qui n'est pas mis avec un protocole où on tient les élastiques, on le met 4 heures et on le change. Hein. Ça, il n'y a personne qui fait ça. Mais même les politiciens qui savent qu'ils sont filmés n'arrivent pas à le faire parce que tout de suite, ils reprennent les bonnes vieilles habitudes. Alors, ma question, elle est toute simple. Est-ce qu'il y a des patients qui arrivent avec des bactéries un peu bizarres, peut-être ou je sais pas, des pneumopathies un peu étranges? On se dit, tiens, est-ce que ça pourrait être lié au masque? Moi, j'ai entendu des sons de cloche, on va dire, trop indirects pour témoigner. Alors, j'en profite, vu qu'on est en vidéo, pour vous demander ça. Alors, en termes de data scientifique, j'en manque, clairement. Et donc là, je ne sais pas vous répondre sur de la publication scientifique. Ce que je peux vous dire, c'est qu'un des champs de Réinfo Covid, c'est de faire remonter des témoignages. Et donc, on reçoit énormément de témoignages, beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait. On est inondé de mails. On n'arrive pas à répondre à tout le monde. Désolé à ceux qui avaient vraiment envie d'avoir un retour. Pour le moment, on essaye, mais on va y arriver. Mais pour le moment, on est un peu submergé, clairement. Et on est submergé de témoignages. De pathologies vraiment, c'est-à-dire de gens qui font des abcès en fait à staphylocoque sous le masque, de gens qui font des espèces de folliculites, c'est-à-dire qui sont pleins de petits boutons rouges purulents, pareil à staphylocoque au niveau du visage. Il y a déjà ça. Évidemment, les augmentations de crises d'asthme. Et ça, on pouvait s'y attendre en fait. L'asthmatique, il a besoin d'avoir son champ pour expirer et respirer. Donc ça, c'est juste du bon sens en fait. C'est évident. Après, il y a le mal au crâne qui est lié à l'hypercapnie, c'est-à-dire trop de CO2 en permanence dans le masque. Si vous mesurez, et là on a des mesures, il y a des gens qui mesurent le CO2 dans les masques et qui disent voilà, vous augmentez au moins de 10 points déjà. Voilà, ça vous dit rien parce que vous n'avez pas de normes, mais vous êtes à des niveaux de capnie qui font comme si vous étiez un peu en train d'arrêter de respirer en permanence. Et donc, si vous arrêtez de respirer, vous allez sentir que vous êtes très vite dans une espèce de warning permanent, quoi. Un peu comme quand vous mettez sous l'eau et que vous essayez de rester en apnée, il y a un moment où votre corps, il vous dit, il faut que ça s'arrête. Là, ce serait ça toute la journée, quoi. Toute la journée, votre corps, il endure ça. D'être en tachycardie, d'avoir de l'hypertension artérielle, parce que la capnie, c'est aussi un vasoconstricteur systémique puissant, et donc ça vous met dans une hypertension artérielle en permanence. C'est pas bon, on a dit que l'hypertension artérielle, en plus, c'est un facteur de risque du Covid. Et puis ça vous met, l'hypercapnie, ça vasodilate les vaisseaux du cerveau. Et votre cerveau, c'est une éponge vasculaire. Quand ça se vasodilate, votre cerveau, il gonfle. Et il gonfle dans une boîte crânienne inextensible, on espère. Et ça veut dire que vous avez mal à la tête.
et que vous avez du mal à réfléchir. Et là, je veux dire, on manque tellement pas de témoignages d'enfants et d'adolescents à l'école pour nous dire j'ai mal à la tête, j'ai mal au crâne, j'arrive pas à apprendre, j'ai des troubles de l'apprentissage. Donc le masque fait des dégâts considérables. Après, pour ce qui est du côté bactériologique et infections respiratoires, on a quelques datas sur des gens qui ont cultivé ce qu'il y a dans les masques. Il y a une première culture qui était intéressante, c'était les masques aux gens qui ont des mucoviscidoses. Ça, c'est une étude un peu ancienne et qui montrait que quand on met des masques à des gens qui ont une mucoviscidose, c'est-à-dire une dilatation des bronches et une anomalie dans l'épuration mucociliaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les cils qui leur permettent de sortir le mucus et donc ils s'encombrent. Et c'est une maladie très grave. Génétique qui fait que au niveau respiratoire, d'année en année, on est de moins en moins bien. Et on leur faisait porter des masques en se disant que ça les protège. En fait, on s'est rendu compte que dans les masques, il pouvait y avoir de l'aspergillus, des champignons, et que ce champignon, il aimait bien se mettre justement dans les dilatations des bronches qu'ont ces patients-là, et que donc peut-être ça faisait qu'ils faisaient encore plus d'aspergillose invasive à cause des masques. Donc ça, c'est quand même, c'est un sérieux coup un sérieux coup derrière les masques dans leur version protectrice. Et pour ce qui est des bactéries, il y a beaucoup de cultures qui sont faites. Et puis, vous retrouvez toute votre flore de la bouche qui se met à proliférer, etc., alors qu'elle n'est pas là pour proliférer normalement. Elle est en permanence compensée par le fait que vous avez plein d'enzymes dans la bouche, une certaine acidité, un certain pH, qui font que vous vivez en bon équilibre avec votre bouche, mais mais ça s'accumule pas, quoi. Essayez de ne pas vous laver les dents pendant 5 jours, vous allez voir un peu comment vous vous sentez, quoi. En général, pas très très bien. Donc voilà pour les masques. Après, là, ce serait intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de travaux qui sont en cours, parce que les scientifiques, ils aiment pas quand il y a une question pas résolue. Et donc, c'est en train d'être gratté. Moi, c'est pas mon sujet de prédilection, mais on peut faire un petit défi auprès de la communauté pour voir ce qui remonte. C'est la chance de Réinfo Covid, c'est que petit à petit, tous ces milliers de personnes qui sont là, ils arrivent à avoir un savoir, une façon d'élaborer le savoir de manière collective qui est proprement époustouflante. On arrive en 48 heures, en 24 heures à envoyer 5000 mails, mais on arrive en une semaine à faire une synthèse sur un sujet. Et on est vraiment dans la science participative. C'est hyper beau parce que c'est ce dont on parle avec des espèces de vœux pieux depuis des années. Puis là, ça commence à se faire, quoi. Donc, ça, Covid, dans ce sens, c'est exemplaire. Excusez-moi. Je vous invite vraiment, les amis qui regardent cette vidéo, à les rejoindre. La chaîne YouTube de Réinfo Covid, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Vraiment, abonnez-vous et allez sur le site internet aussi réinfocovid.fr. Vous avez de nouveau les liens dans le descriptif de cette vidéo. Il y a eu quelques soucis techniques, en fait. Il y a quelques jours, beaucoup de personnes m'ont dit « Ah oui, on a été… » Mais en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que vous étiez tellement nombreux à aller sur le site pour aller voir, parce que c'est très, très bien fait, votre site internet. Vraiment, bravo. Vous avez cofondé ce collectif. Maintenant, vous êtes porte-parole d'un mastodonte qui s'est créé. Vous parliez de mammouth tout à l'heure, mais là, il est vraiment derrière vous parce que j'ai été voir le site et je parle que de choses efficaces que j'ai contrôlées avant et je peux vraiment certifier qu'il est extrêmement bien fait. Vous avez un onglet en haut du site qui s'appelle Agir. Et cet onglet, il est magique parce que combien de personnes ont demandé des flyers? Alors vous l'avez pré-marché le travail, vous avez fait des petits flyers tout simples, une question, une réponse. Si je me souviens bien, c'est comme ça que c'est présenté. Et il y a des thèmes. Et il n'y a pas que ça sur Info Covid. Il y a effectivement beaucoup de matière à réflexion et aussi une newsletter qui est importante parce que là, en l'occurrence, il se trouve qu'il y a eu beaucoup de bruit avec les enfants, les masques. Vous avez vu aussi des vidéos tournées de maman, de papa qui se retrouvent à l'école. Les petits, vous parliez d'asthme avec le masque tout à l'heure. C'est vrai que là, c'est très important de rester unis, de s'informer, de continuer de s'informer parce qu'il y a toujours un décalage entre la réalité, les études scientifiques qui arrivent après, les datas, comme vous disiez, et de rester toujours connecté. Maintenant, il faut passer des journées entières à s'informer si on veut continuer à comprendre. Et puis, sur Info Covid, vous mâchez le travail, en fait. Voilà, vous vous rendez digeste toutes ces informations. Par rapport à cette actualité très complexe qu'on est en train de vivre. Et vous aviez parlé tout à l'heure, j'avais envie de vous demander par rapport à ces médecins de ville, parce que ça, c'est très important et personne n'en parle, en fait. J'ai parlé avec une confrère à vous qui est en Suisse et qui fait exactement le même métier que vous dans un centre hospitalier assez conséquent en Suisse. Et elle me disait que
ils étaient extrêmement choqués parce qu'il y a énormément de médecins de ville qui aujourd'hui renvoient leurs patients qui les appellent, des fois des patients qu'ils ont depuis plus de 10 ans, 10-15 ans. Oui, bonjour docteur, j'ai mal à la gorge, j'ai un peu de fièvre, je veux venir pour une consultation. Ah ben non, venez surtout pas là, allez à l'hôpital. Alors, forcément, quand on se pose un peu de questions, on se dit, mais est-ce que ces patients-là, ils finissent pas tous un peu à engorger les couloirs des hôpitaux alors qu'ils pourraient effectivement être pris dans un premier temps en charge par les médecins de ville? Est-ce que c'est comme ça dans votre région aussi? Ouais, alors juste avant de répondre à cette question, je rebondis sur Réinfo Covid pour dire que au-delà du côté sanitaire, pour nous, il y a l'idée de vivre dans le monde tel qu'il est et donc d'essayer de mettre de la beauté, d'essayer de mettre de la poésie. Donc vous allez trouver des poèmes en fait sur Réinfo Covid, vous allez trouver de l'inspiration, vous allez trouver des dessins d'enfants sur les masques, vous allez trouver plein de choses en fait pour essayer d'ouvrir son cerveau à autre chose. On a un contributeur qui fait des cours de yoga, qui va être dans l'émission, qui va faire des petites séquences de 3 à 4 minutes de séances de yoga pour justement améliorer votre immunité. Et Réinfo Covid, pour nous, le Covid, c'est un prétexte. Il a vocation à devenir Réinfo Santé. Puis Réinfo Démocratie, puis Réinfo Liberté, puis Réinfo Courage. Donc voilà, et Réinfo Santé, c'est dans les bacs. Je veux dire, c'est pas pour dans 6 mois. On est en train de bosser comme des fous là-dessus. Donc voilà, donc le site, on fait tout ce qu'on peut et c'est pas moi en fait. Là, c'est plein de gens autour. Je pourrais donner plein de noms. Enfin, j'ai plein de visages qui me viennent à l'esprit et de noms qui me viennent à l'esprit. Voilà, Frédéric, Carole, Anna, Vincent. Enfin voilà, il y a beaucoup de monde derrière et qui sont des super belles rencontres. Mais voilà, ça c'est pour le site. Pour le côté médecine générale, bah oui, c'est un peu la tâche aveugle de cette histoire. Mais elle est où la médecine générale en fait? Et c'est quelque chose d'assez chouette que nous dit à la fois l'État, là pour le coup, pour une fois, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est de dire mais on peut détecter un peu la gravité de cette maladie chez le généraliste en fait. Il n'y a pas forcément besoin et puis la prise en charge des formes bénignes, asymptomatiques, elle n'a pas de raison d'aller à l'hôpital. Et donc le généraliste a toute sa place dans cette histoire en fait, et toute sa place dans la prévention aussi, tout ce dont on a parlé tout à l'heure, et puis de rassurer les gens. Donc aujourd'hui, moi j'ai plein de collègues généralistes, ils passent des consultes et des consultes à essayer de rassurer les gens, à leur dire ce qui se passe, à leur dire comment être en santé, et c'est beau parce qu'en fait quelque part la crise ramène les généralistes à ceux dont ils auraient jamais dû s'éloigner, c'est-à-dire avoir du lien, rassurer les gens, leur dire mais voilà, la maladie fait partie de la vie et vous avez une prise là-dessus, c'est pas juste des médicaments extérieurs que vous allez consommer, voilà, c'est vous en fait qui êtes acteur de votre propre santé. Et donc le généraliste redevient un chaman bienveillant, et ça c'est hyper chouette parce que en permaculture on dit le problème est la solution. Et c'est une phrase un peu énigmatique pour vous dire, mais ouais, là, le Covid est la solution à plein de choses. Et les généralistes, ils peuvent détecter la gravité, mais c'est pas facile dans cette maladie, parce que vous savez, on a parlé de l'hypoxie heureuse, c'est-à-dire de gens qui en fait sont assez malades au niveau du poumon, ont besoin beaucoup d'oxygène, au niveau des capillaires du poumon, mais comme ça paye pas trop de mine. Et donc, si vous attendez, que vous faites rien, ils ont eu la phase virale au départ, ils ont eu un peu de la fièvre, ils étaient fatigués, ils ont un peu des courbatures, ils ont peut-être une anosmie, puis ça s'arrête un peu. Et en fait, là, pendant ce temps, est en train de se développer l'hypoxie heureuse. Mais sauf qu'ils vont rentrer à la maison, ils auront que du paracétamol, puis ils vont se repointer aux urgences, là vraiment pas bien, en arrivant par le SAMU, avec ça aura dérapé quoi. Ils auront vraiment plus assez d'oxygène dans le sang, et là ils sont rentrés dans le circuit de l'hôpital. Bah c'est dommage parce que pendant toute cette période-là, en fait, on peut voir un peu ceux qui vont aller vers le mieux et vers le moins bien. Et le généraliste, il peut le voir. Et pour ça, il y a une petite machine. Pour le coup, j'aime pas les machines, mais alors là, c'est utile. C'est la prise de la saturation pulsatile au doigt. C'est quoi? C'est en gros quelque chose qui analyse la couleur de votre sang. Est-ce qu'il est plutôt bleu, plutôt rouge? Et qui vous donne un chiffre de saturation de l'hémoglobine en oxygène. Ce chiffre, il va de 0, vous êtes mort, à 100. Et 100, c'est 100% de saturation des petites molécules de l'hémoglobine par de l'oxygène. Vous vous souvenez du dessin animé La Vie, il y a les globules rouges, ils transportent sur leur dos des petites molécules d'oxygène. Là, ça vous donne une idée de combien il y a de molécules d'oxygène dans le sac du globule rouge, de l'hématie. Et en fait, c'est pas normal quand vous êtes en dessous de 95. Ça doit
toujours chez quelqu'un qui est plutôt en bonne santé, qui n'a pas de pathologie par ailleurs, hein, ça doit être au-dessus de 95%. Donc si c'est en dessous de 95, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et votre corps, il vous le dit pas, vous le sentez pas, ou peut-être vous n'êtes pas assez à l'écoute de votre corps, mais ça veut dire que ça va pas. Et c'est ceux-là qui doivent aller à l'hôpital. Tous les autres peuvent être pris en charge en ville. Bon, alors moi justement, ça tombe bien que vous parliez et qu'on finisse sur les médecins de ville parce que c'était la dernière question que j'avais envie de vous poser. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux médecins, aux scientifiques, ils sont nombreux, qui n'osent pas prendre la parole? Vous avez osé et vous êtes fait convoquer. Vous avez vu à quel point la mobilisation peut être efficace. Tous les jours, je parle avec des médecins qui me disent on n'en peut plus, on en a marre. Il y a des choses qui doivent être dites. Il y a énormément de paradoxes et d'absurdités. Et ces médecins-là, qui me parlent tous les jours, n'osent pas prendre la parole. Ils ont peur. Alors, vous qui êtes de l'autre côté, qui avez sauté, puis qui vous êtes rendu compte que vous n'êtes pas écrasé et mort par terre, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces professionnels de la santé-là qui n'osent pas parler? Que c'est pas facile, effectivement, que peut-être ça prend du temps de maturation intérieure et que c'est très bien si vous n'avez pas parlé pour le moment parce que peut-être vous auriez parlé en colère ou bien pour casser, pour détruire. Et qu'en fait, il s'agit de transformer la colère, l'indignation en courage. Et ça, il faut vous poncer un peu parce que vous n'avez pas envie, quoi. Être courageux, c'est dur. C'est dur. Je vois moins mes enfants. Je travaille tard le soir, mais si vous êtes dans une intention qui est juste, et mon intention, c'est pas de critiquer qui que ce soit, mon intention, c'est de dire, je pense qu'il y a quelque chose qui va pas et qu'on peut faire mieux, en fait, et d'ouvrir des possibles. Pas juste de faire le constat que ça va pas et qu'on devrait se coucher par terre et se laisser mourir en disant le gouvernement sont des salauds. Non, pas du tout. C'est, voilà, et transformer la colère en courage et se mettre en action. Et c'est la première action à faire, pour moi, c'est pas d'essayer de convaincre votre voisin qui vous a fait un commentaire désobligeant sur le masque, etc. Parce que celui-là, au contraire, il a pas besoin de colère, en fait. Au contraire, il va être encore plus en colère. Il y a des choses que je dis, par exemple, sur le déferlement totalitaire. Les gens sont d'accord avec tout le reste, mais ça leur fait peur, en fait. Ça leur fait vraiment peur. Et donc, j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé, de l'autre bout de la France. On a discuté pendant 1 heure, où elle était, ah non, ça, vous pouvez pas dire ça, vous allez trop loin. Et je dis bah si, je peux le dire, mais ça peut vous faire peur aussi. Et donc voilà, chacun son rythme, il n'y a pas de problème en fait. C'est ma vision des choses et peut-être qu'elle est pas juste. Et il y a votre vision des choses qui est de faire confiance au gouvernement, tant mieux en fait, c'est bien. Donc vous n'avez pas besoin d'essayer de forcer l'autre. Et ça, c'est la grande leçon pour moi de toute cette histoire, c'est de revenir à de la souveraineté. La souveraineté, c'est dire en fait, c'est moi. Je suis pas en train d'expliquer aux autres animateurs ce qu'ils doivent faire. Je suis pas en train d'expliquer aux autres gens ce qu'il faut faire, etc. Juste, moi, je pense ça, voilà. Et j'assume que je le pense, quoi. J'ai pas peur de le dire et je suis pas peur non plus de la contradiction. Quelqu'un va pouvoir me dire qu'il est pas d'accord, je vais l'écouter. Je vais pas lui dire, t'es un abruti, t'as rien compris. Ça m'a pris du temps. Parce qu'au début, j'avais envie de traiter les autres d'abrutis et de leur dire qu'ils avaient rien compris. Et je me suis fait des ennemis, j'ai perdu des amis, on en avait parlé la dernière fois. Et je suis un peu triste de ça. Mais ça m'a servi de leçon, en fait. Je me suis dit, mais pourquoi on se parle plus, en fait? Est-ce que c'était le but de pas être en lien, de plus être amis? Ben non, pas du tout, en fait. Mon but, c'est de continuer à être en lien. Et donc ça, c'est la deuxième chose, c'est respecter les gens qui sont pas prêts. Et accompagnez-les avec empathie. Écoutez-les, en fait, dans leur peur et aidez-les à trouver qu'est-ce qui est important pour eux. Comme dans un accouchement de communication non violente. Vous partez des faits, vous écoutez les émotions, vous allez au besoin fondamental. Et vous grattez encore plus loin que le besoin fondamental pour trouver le besoin le plus fondamental. Et là, il faut écouter Thomas Dansbourg ou Marshall Rosenberg dont je vous parlais. Je pense que ça aide beaucoup, en fait. Parce que quelqu'un veut vous parler des masques, mais derrière les masques, peut-être qu'il veut vous parler d'autre chose. Il veut vous parler qu'il a peur de la mort. Et il veut vous parler qu'en fait, il a envie d'être en lien avec sa société et que d'être en lien avec les autres, ça lui ferait moins peur, la mort. Et donc lui, il va penser que sa stratégie des masques, et c'est celle-là, que ça lui permet d'avoir moins peur et d'être en lien. Mais vous pouvez ne pas être d'accord sur la stratégie, mais sur le besoin fondamental qui est d'être en lien et d'avoir moins peur de la mort. Et ce besoin, il est fondamental. Vous pouvez pas le nier, en fait. Vous devez l'accepter. Et finalement, on a à peu près les mêmes besoins. Moi, si je suis dans Réinfo Covid et si je parle, ça a été pour me mettre en lien. Et donc, c'est le troisième conseil. Après avoir transformé la colère en courage,
pour éviter d'être dans la guerre, en fait, et de maintenir la tension. Face au déferlement totalitaire, il peut y avoir un déferlement de violence. Ou alors, il y a peut-être une troisième voie médiane, qui est celle de la paix, plutôt comme Gandhi ou Martin Luther King, quoi. C'est des exemples un peu inspirants de gens qui nous mènent à autre chose. Donc, transformer cette colère en autre chose, en courage. Ne pas essayer de convaincre d'autres gens, mais les écouter, essayer de gratter quel est le besoin fondamental derrière. Puis troisièmement, aller souffler sur les braises de tous ceux qui sont à peu près d'accord qu'il y a quelque chose qui va pas et qui sont en fait très nombreux. Et ça fait un bien fou parce que là, vous vous retrouvez avec des gens à qui vous arrivez à parler de l'essentiel. Vous êtes plus en train de parler des masques, de Véran, de Macron, de trucs. Là, vous êtes en train de parler on a envie d'être en démocratie, de la liberté d'expression, on a envie d'être heureux ensemble, on a envie de se sourire, de se toucher, c'est ça l'humain, en fait. Très profondément, il a besoin de liens. Donc, vous mettre en lien, et c'est un des buts de Réinfo Covid, c'est la 4e raison d'être, la boucle est bouclée sur notre interview, c'est de mettre en lien tous ceux qui veulent agir. Donc venez à Réinfo Covid, on est ravis, ou même créer un truc dans votre coin, on prétend pas absorber tout le monde, on s'en fiche en fait. Faites votre truc et puis on se met en lien et puis vous allez voir, ça décoiffe. Je vous remercie pour... Oui, ça décoiffe, c'est le cas de le dire. Tintin Marseille, je peux pas m'empêcher, je suis obligée de le dire. Vous êtes un vrai logo, et un vrai logo qui vit. Merci pour ces paroles. On finit toujours sur une belle note. Moi, j'aime bien ces interviews où ça finit positif. Il y a vraiment tout à créer. Effectivement, on note beaucoup de fatigue chez les personnes qui se sont encore trop énervées ces derniers mois. Et merci d'avoir imagé en fait ces processus-là que je partage à 100%. Donc, les amis, pensez à aller vous abonner à la chaîne Réinfo Covid. Tous les liens sont dans le descriptif de cette vidéo. Abonnez-vous aussi au site Réinfo Covid si vous voulez recevoir la newsletter. Évidemment, ça, après, on communiquera sur la suite parce qu'il y a plein de mises en réseau que le docteur Fouché nous réserve sur des outils très, très faciles, que ce soit avec l'ordinateur ou le téléphone portable. On en parlera quand ce sera prêt. Pour le moment, le docteur Louis Fouché est en train de faire la recette de cuisine miracle et que j'affectionne aussi puisque on va aussi travailler sur ce mode-là en Suisse romande et on invitera tous les francophones qui comprennent nos vidéos, en tout cas, à faire de même dans leur région ou leur pays. Merci. Louis Fouché. Merci, prenez soin de vous, prenez soin des autres, partagez vos récoltes avec les autres et retouchez au réel, à la réalité. C'est ça qui fait du bien. Effectivement, on continue de dire aux personnes d'aller dans le réel, effectivement, avec beaucoup de conscience et de patience. À très vite, les amis, et partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut faire du bien à quelqu'un. Au revoir.